L'ENA, l'École nationale d'administration, a 20 ans. 1800 anciens élèves déjà depuis que M. Debré l'a créée en 1945. 1800 anciens qui sont partout. Partout, cela veut dire aux postes les plus importants de l'État. Grands directeurs dans les ministères, attachés de cabinet, ministres parfois. Chaque année, ils sont plus nombreux. Chaque année, l'école forme 100 de ces hommes qui demain nous administreront, quelle que soit la tendance politique du gouvernement. Mais l'ENA, pourtant, ça commence par une petite retraite. Cette année, c'était au château du ministère de l'Intérieur à Nainville-les-Roches, à côté de Paris. Une nouvelle promotion se préparait après son service militaire à partir en stage. Il y a deux types à l'ENA. L'étudiant qui sort le plus souvent de Sciences Po et le fonctionnaire qui a passé un concours spécial et qui est souvent d'origine sociale plus modeste. Un tiers en général sont des fils de fonctionnaires, les autres fils de cadres, de commerçants, d'employés. Comme dans toutes les universités françaises, très peu de fils d'ouvriers ou de paysans, 4 ou 5 par promotion. L'arrivée à l'ENA représente des destins bien différents. Pour Mademoiselle Wolf, la benjamine de la promotion, c'est surtout la conséquence de ses capacités intellectuelles. Qu'est-ce qui vous a tenté à l'ENA? Parce que c'est quand même plus difficile, je pense, pour une femme, l'accession à des grands postes. C'est-à-dire que finalement, c'est le débouché presque normal de la section service public de Sciences Po. Enfin, du moins, c'est l'échelon suprême. Alors, j'ai eu envie d'essayer, mon Dieu. Et vous voulez faire quoi en sortant de l'ENA? Avec beaucoup d'optimisme, je penserais plus volontiers au Conseil d'État qu'à une carrière plus économique, disons. Est-ce qu'il est vraiment très indiscret de vous demander votre âge? Non, j'ai 21 ans, presque 21 ans et demi, disons. J'ai changé d'orientation totalement. Pour M. Seuillard, fonctionnaire, c'est l'aboutissement de 15 années de volonté et d'efforts tenaces. C'est pas trop difficile de préparer un concours lorsqu'on est marié? Si, surtout lorsqu'on a 3 enfants qui jouent autour. Mon père était d'origine modeste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était retraité à la manufacture des tabacs, ajusteur mécanicien. Oui. Mon père a toujours espéré que nous, avec mon autre frère, que nous fassions une carrière différente de la sienne et vraiment nous a poussé au maximum de ses moyens pour que nous arrivions vraiment, et j'estime, enfin, être à peu près du niveau voulu. Parce qu'il y a un des paradoxes aussi des écoles, c'est qu'on vous demande de ne pas être trop scolaire, c'est-à-dire d'avoir ce brillant qu'on apprend que malheureusement dans certaines... Oui, il me manque peut-être un peu cette facilité. Non, je ne sais pas, je vous demande, est-ce que vous avez le sentiment que ce serait un handicap pour vous ou pas? Ben, ça l'a été, mais j'ai essayé de le surmonter, notamment en ne pas hésitant, lorsque j'ai préparé ma thèse, à contacter certaines personnalités. Vous avez fréquenté des tas de gens? Enfin, des tas de gens, non, mais enfin des gens qui n'étaient pas de mon milieu, disons. Monsieur de Bonnecorse a eu, lui, la chance d'avoir baigné tout jeune dans le milieu des grands fonctionnaires. J'ai été tenté dans mon enfance par l'exemple de parents assez proches qui étaient dans les ambassades et comme maintenant l'ENA prépare... Est-ce que vous croyez que ça aide aussi d'appartenir à une famille où il y a déjà des gens? Sûrement, je crois. À mon avis, c'est même indispensable de savoir quels sont... Ça vous permet de vous diriger déjà vers certaines carrières a priori. Et vous allez partir en stage au Mans, je crois. Oui, c'est cela, je vais partir dans la Sarthe. Et qu'est-ce que vous pensez y faire? Il est question que je sois appelé à faire l'intérim du chef de cabinet. Ça vous fait pas peur? Parce que, après tout, comme premier poste, c'est quand même une grosse responsabilité. Oui, je suis à la fois inquiet et ravi. Inquiet parce que je sors de Sciences Po, du droit, donc je n'ai aucune pratique administrative. Mais je suis ravi, par contre, parce que c'est vraiment le moyen d'entrer de plein pied à un niveau assez intéressant dans l'administration. Puis le poste de chef de cabinet d'un préfet est une fonction extrêmement pratique et extrêmement intéressante car elle recouvre tous les aspects, aussi bien politiques qu'administratifs. Pour vous montrer ce qu'est le stage, nous avons accompagné un élève de l'école à Chalon-sur-Marne où pendant près d'1 an, il s'initiera à son futur métier en travaillant auprès du préfet. À Chalon, mais ce n'est pas le cas partout, le jeune stagiaire est accueilli à la descente du train avec tous les égards dus aux représentants du pouvoir. Le chauffeur, la voiture noire, dont certains rêvaient peut-être quand ils avaient 15 ans.
Et vous pensez que c'est une bonne formule de faire un stage avant la scolarité de l'ENA? Oui, je crois que c'est une excellente formule, parce que pour la plupart, nous sortons d'une période d'études théoriques, et d'emblée, nous sommes mis dans le bain du concret, pendant 12 mois. Stage qui, en gros, répond à deux objectifs. D'une part, nous initier à la vie administrative, et d'autre part, d'une façon beaucoup plus générale, enrichir notre expérience humaine par le moyen de contacts, des contacts fréquents, nombreux que nous aurons avec tous les milieux, contacts qu'il est difficile de prendre à Paris, mais que précisément en province, et surtout dans une préfecture, j'aurai en tout cas assez fréquemment. Je suis monsieur Bonneville, le stagiaire de l'École nationale d'administration. Enchanté, monsieur. Nous avons un petit instant, je vais prévenir monsieur le directeur de cabinet. Après l'huissier, une première attente. Puis une autre, dans le bureau du directeur de cabinet. Car c'est presque une coutume, le préfet ne peut pas le recevoir tout de suite. Enfin, le premier contact. Bonjour, monsieur Bonneville. Merci, monsieur le préfet. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Bonneville, je suis heureux de vous accueillir dans cette préfecture. Je crois que monsieur Labarre vous a montré votre bureau. Oui, vous avez vu, vous êtes installé dans un petit cagibi sympathique qui donne sur le jardin. Vous savez que vous serez appelé à remplacer monsieur Labarre lorsqu'il s'absentera. J'ai peur que ce soit bientôt, car j'ai peur que monsieur Labarre me quitte prochainement et vous serez probablement appelé à faire un intérim, peut-être prolongé, de mon directeur de cabinet. Bien. Après vous avoir fait prendre contact avec les différents services administratifs, on vous enverra dans une sous-préfecture pour que vous soyez encore plus près des hommes et des administrés et que vous appreniez ce que vous savez peut-être déjà en votre qualité de provincial, qu'il faut toujours penser dans l'administration au fait que l'on a affaire à des hommes et qu'on ne peut pas uniquement décider sur pièce et en fonction de ce que l'on croit, vu d'en haut, être sage. Il faut tenir compte des opportunités locales, il faut tenir compte des situations particulières, il faut humaniser l'administration. J'espère que, en dehors des connaissances administratives que vous acquérez, que c'est la grande leçon que vous retirerez de l'année que vous allez passer, comme vos camarades précédents, auprès de moi. Alors, ce domaine, ce bureau, comment Moi, je le trouve sympathique. Semble-t-il sympathique. Un peu bas de plafond. Vous êtes juste sous le boudoir de la préfète. Ah bien. Il fut un temps où elle faisait passer des disques là-haut. Alors, vous travailliez avec Mozart, avec Bach. C'est excellent. C'est là, dans ce petit bureau, que le stagiaire méditera sur le destin du fonctionnaire, écartelé parfois entre le souci de l'intérêt général, celui de ses administrés, et le désir aussi de faire carrière, comme les prédécesseurs. J'en ai vu défiler. Il y a eu Fèvre, après Fèvre, il y a eu Montpezat, qui vient de sortir il y a 7 mois, qui est un garçon extrêmement brillant et qui est à l'intérieur. Il est au cabinet du ministre et il est au service d'information des élus locaux. Il est venu d'ailleurs tout récemment, il revient toujours dans la Marne. Vous savez, quand on revient dans la Marne, on y revient toujours. Il est venu... Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Bah oui, puisque vous avez été OR à l'école d'application d'artillerie ici. Oui. Il est venu ici pour présenter un programme d'expansion pour la ville de Châlons. Oui, c'est celui qui vient de sortir le dernier, il y a 7 mois, et vous voyez, il est déjà le pied à un bel étrier, hein, En effet, au cabinet du ministre. Oui. Qui sera d'autant mieux ajusté que vous vous servirez de la souplesse de vos chevilles. Là, faites jouer. Allez, Joël et Alain aussi, comme les autres. Après le stage, enfin, on entre à l'école. On s'y forme par un travail écrasant, entrecoupé de séances de sport qui, elles aussi, contribuent à façonner le futur aux fonctionnaires. Non, il ne faut pas chausser l'étrier à fond. Il faut avoir l'étrier chaussé
à la partie la plus large du pied et avoir le talon plus bas, parce que sinon, votre étrier ne sert à rien, si ce n'est à vous mettre dans une position mauvaise. Appuyez sur le talon, appuyez sur le talon. Et qu'est-ce que ça apporte, le cheval? Le cheval, ça apporte comme tous les sports, une certaine maîtrise de soi, et surtout l'occasion de sortir un peu de l'univers scolaire et de l'univers des bureaux. Je crois que c'est une excellente chose. Et où est-ce que vous avez fait votre stage? Où je l'ai fait? Oui. Je l'ai fait à Ajaccio. En Corse? En Corse. C'était un stage passionnant. Combien de temps ça a duré? Ça dure 9 mois. Et quel a été le plus difficile pour vous et le plus intéressant? J'ai été mêlé à la mise en place d'un plan hors sec durant les grands incendies de Corse, par exemple. Et vous faisiez l'intérim de qui pendant ça? Je faisais l'intérim du directeur de cabinet, ce qui m'amenait donc forcément à être mêlé de très près à cette affaire. À part cela, j'ai été mêlé également à la mise en place de l'opération vacances dans le département, qui consiste à... faire baisser les prix? Faire baisser, surtout mettre en point un système de blocage des prix durant la période touristique. Je crois que sur le problème du poisson, vous avez eu une expérience intéressante. Oui, effectivement, j'ai monté avec l'administrateur d'excursion maritime à Ajaccio une expérience de chalutier qui était très passionnante, qui a amené... De vente directe pas seulement de vente directe, d'abord d'expérience de pêche aux alentours de la Sardaigne et de la Tunisie, et ensuite de commercialisation des produits rapportés par ces chalutiers. À Ajaccio. Alors il a fallu les faire accepter par les professionnels, il a fallu également les écouler et donc convaincre l'opinion locale d'un certain mode de produits nouveaux. Voici l'ENA, un petit hôtel particulier rue des Saints-Pères à Paris, devant lequel on passe sans souvent savoir qu'il s'agit d'une grande école. De Sciences Po, à travers le jardin, déjà beaucoup d'élèves la connaissaient bien avant d'y rentrer. Même les voisins les plus proches, comme la concierge d'en face, ne savent pas ce qu'on fait dans cette école, mal connue du grand public. Madame Péricole, vous êtes concierge de l'immeuble juste en face de celui de l'ENA. Oui. Quelles sont vos impressions sur cette école? Je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient et on a revu des assez grands personnages. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Oui, j'ai vu le roi du Maroc. Et puis j'ai vu enfin d'autres personnes que je ne connais pas parce que je n'ai pas su le nom. Et j'ai vu dernièrement, il y a quelque temps, le général de Gaulle. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? Non, on doit certainement faire des études pour être soit député ou, je ne sais pas, ministre. On ne sera que rarement député ou ministre, et bien plus tard, mais on sera très vite un grand commis de l'État. Planification, économie, gestion administrative, tous les cours de l'ENA préparent à ces hautes fonctions. Ils ont lieu le plus souvent sous forme de conférences qui ressemblent un peu à un conseil des ministres, comme ce cours d'organisation et de méthode. Voulez-vous, s'il vous plaît, me régler d'abord, ça fait 3 francs. Alors la dame paye, et puis au bout d'un certain temps, le glacier revient, elle lui remet ses 4 cornets de glace, et la dame lui dit: je suis extrêmement surprise, monsieur, que dans une maison comme la vôtre, vous m'ayez demandé de payer d'abord. Il lui dit: madame, comprenez bien, si je ne vous avais pas demandé de payer d'abord, je serais venu et je vous aurais donné les 4 cornets de glace, et vous m'auriez dit: ça fait combien? À ce moment-là, je vous aurais dit: ça fait 3 francs, mais vous fouillez dans votre sac, vous m'auriez donné les cornets de glace, et vous auriez pris dans votre sac un billet de 1000 que vous auriez posé sur le comptoir. Pour vous rendre la monnaie, je vous aurais redonné les cornets de glace. Et j'aurais sorti les 7 francs. Pour remettre la monnaie dans votre sac, vous m'auriez repassé les cornets de glace. Et enfin, quand vous auriez pu mettre votre argent dans votre sac, n'est-ce pas, j'aurais enfin pu vous donner les cornets de glace. Voyez-vous, cette glacier avait dû apparemment avoir eu à faire cette opération une fois. Et il s'était aperçu que tout simplement, en changeant les méthodes, il avait gagné considérablement de temps. Voilà. Ça vous paraît un enseignement, vous en êtes satisfait de cet enseignement? Ou il vous manque quelque chose? Vous avez une petite critique à faire? Il manque. De critique, peut-être, ou pourrait-on en faire une, c'est le manque
de concret de certains des enseignements qui nous sont donnés, le fait que, à certains égards, nous reprenons un peu l'enseignement théorique qui nous a été donné aux Sciences Po ou dans les facultés, sans que toujours nous soyons au fait des problèmes qui se posent concrètement à l'administration. Je pense que les conférences que nous suivons par petits groupes sont destinées à nous donner cette formation concrète, mais qu'en réalité, elles n'y parviennent pas toujours. On mange beaucoup de papier, oui, on mange beaucoup de papier. C'est évident, nos seules sources d'information, ce sont des administrations, ce sont les rapports qui circulent à droite et à gauche. Il faut connaître ce qui est dans l'air, il faut connaître les rapports qui sont actuellement dans l'air, et on ne peut pas être original sur tous les sujets, on ne peut pas être original sur l'organisation de la sécurité sociale et sur la TVA. Alors notre originalité, c'est l'originalité des autres. À votre avis, est-ce que l'ENA est une école de conformisme? Alors, le conformisme existe certainement au niveau du langage, de la forme et de la présentation. Ben, ça n'exclut pas du tout des divergences de fond et des divergences très graves qui supposent pas simplement des différences de style, mais des différences de croyances et des divergences de métaphysique. Est-ce qu'elles vont vraiment loin, ces divergences? Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, en ce sens que je trouve que très souvent, sur un problème technique, on arrive exactement à la même solution. Ça, je crois, si vous voulez, que de toute façon, il y a incontestablement un moule, et de toute façon, le moule n'est pas tant à l'ENA, je crois, qu'à Sciences Po, plus exactement. Et je crois qu'à partir du moment où, justement, on fait des études, on acquiert un style de pensée, et on est dans un milieu qui pousse, disons, à s'intégrer à ce milieu de pensée et de comportement. Mais je crois que si on est sincère avec soi-même, on garde quand même, si vous voulez, une opinion personnelle. À la verticale, on respire et l'on descend. On est peut-être d'autant plus poussé à se conformer au modèle de l'école que la concurrence y est très vive. Elle ne s'atténue que pendant les heures de sport parce que la gym n'est pas sanctionnée par une note de concours de sortie si importante pour le destin futur. C'est peut-être pour cela que les anciens ont plaisir à revenir suivre avec les jeunes les exercices de Monsieur Lebotte. On respire et l'on descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, cessez. Ballon de côté, assis dos à dos, de nouveau. Les bras à... L'un d'eux, directeur au ministère de la Coopération, revient régulièrement. Le meilleur moment quand on est à l'école, c'est celui de la gym. Ça, c'est parce que c'est un moment au moins où on se repose, où on perd la tension d'esprit et où on a toute la promotion réunie. Pourquoi il y a beaucoup d'esprit de concurrence à l'école, enfin... Oui, c'est normal étant donné la diversité des situations qui sont offertes à la sortie. Vous avez le sentiment que alors, les gens abandonnent un peu leur concurrence et leur rivalité pour pouvoir se détendre ici? En sport, certainement. Oui, certainement. Et les promotions qui pratiquent les sports d'une manière la plus assidue sont justement les promotions où l'esprit des concurrences est moins âpre que dans les autres. Ça peut aller assez loin, cet esprit de concurrence? Ça va très loin. Un exemple? Ça va très loin jusqu'à retirer de la circulation des documents de travail au profit d'un petit groupe. Ça se produit vraiment souvent ou c'est quand même exceptionnel? Je pense que ça arrive assez souvent. L'esprit de compétition vient pas un peu de la structure des études, de la façon dont sont conçues les études, Non, l'examen permanent? Elle ne vient certainement pas de la façon dont sont construites les études, mais beaucoup plus de la signification du résultat. Oui, c'est-à-dire? Par exemple, il y a les premiers, disons en gros les 20 premiers sur une promotion peut-être une centaine d'élèves, entreront dans les grands corps. C'est-à-dire, ils seront quoi? Ils seront conseillers d'État ou inspecteurs des finances. Ambassadeurs? Non, l'ambassadeur n'est pas considéré comme un grand corps, ou ne l'est peut-être plus. Et les derniers, ils seront quoi? Les derniers seront administrateurs civils dans d'autres ministères, dans des ministères comme la santé publique, le travail. Ça peut être passionnant de s'occuper de la santé publique ou du travail ou des affaires sociales. Il se trouve que d'abord les matières, si vous voulez, dont on s'occupe dans ces ministères sont considérées un petit peu comme moins nobles et par conséquent moins intéressantes que celles dont on s'occupe dans d'autres ministères comme les finances. Mais le problème se complique du fait que les membres des grands corps sont ensuite détachés dans les autres administrations où ils occupent souvent des places de responsabilité importantes, de conception et par le fait également qu'ils ont plus grande possibilité d'aller dans les cabinets ministériels où ils occuperont également des places de responsabilité importantes. Si je vous suis bien, si un garçon veut s'occuper d'affaires sociales par exemple, vraiment à un niveau intéressant, il ne faut pas qu'il
qu'ils sortent de l'école avec un rang d'administrateur civil aux affaires sociales, mais qu'ils passent au Conseil d'État, qu'il y reste un petit bout de temps, qu'ils se fassent détacher ensuite aux affaires sociales. C'est exact, il aura plus de possibilités d'arriver directement à des postes de responsabilité. Les élèves de l'ENA ont des mots qui reviennent toujours dans leur bouche. Service de l'État, intérêt général, efficacité, pouvoir, désintéressement et aussi ambition. Je me verrais bien à l'ONU comme adjoint du secrétaire général, par exemple. Voilà, vous plaisantez? Non, pas du tout. Vous aimeriez beaucoup faire ça? Oui, énormément. J'ai rencontré un homme qui l'était, effectivement, qui est l'adjoint de M. Tendre pour les affaires économiques, qui m'a beaucoup plu, qui est très sympathique. Et c'est un peu le rêve de ma carrière. À votre avis, qu'est-ce que les gens de l'ENA vont apporter de neuf dans l'administration française? D'abord, je pense leur jeunesse, puis leur ambition, parce que dans l'ensemble, ils sont assez ambitieux. Quelle serait votre définition du leader moderne? Je pense que c'est un chef qui essaye de s'entourer au maximum de sympathie, et s'il n'en a pas, d'essayer de les imposer et d'imposer ses idées, soit par la force, soit par la persuasion. C'est pas savoir écouter aussi, non? Je crois que ça serait une meilleure définition de psychiatre que de leader. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon échantillon de l'ENA? Je crois que j'ai pas assez de qualité et pas assez de défauts pour être en dehors de la règle. C'est pour ça que vous avez été élu président des élèves? Est-ce que vous avez l'impression que les élèves de l'ENA auront dans l'avenir une grande responsabilité dans la France de demain, enfin pour la définir, pour faire ce qu'elle sera ceci ou cela? Bien, je crois que c'est à peu près certain. Il n'y a qu'à voir la composition du dernier gouvernement et en particulier regarder l'origine des différents directeurs de cabinet. Je crois qu'en moyenne, quand on est administrateur, on est optimiste, parce que quand on est optimiste, c'est qu'on croit qu'on peut agir sur le destin des gens. Ça vous arrive aussi? Je crois, oui. Une grande majorité. Et quand même, on est encore jeune. Il n'y a pas des gens à votre avis qui font cette école par goût de la sécurité, tout simplement? Je pense pas que ce soit une motivation déterminante. Non, parce d'autant plus qu'à notre époque, la sécurité elle est garantie pratiquement à tout le monde. La sécurité, c'est l'argent à notre époque. Or, on n'entre pas dans l'administration pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on pourrait... Le pouvoir nous intéresse plus que l'argent, si vous voulez, d'une certaine manière. Le pouvoir. Mais je crois que si on regardait les mobiles des élèves qui travaillent, qui sont à l'ENA, et si l'on demandait quels sont les mobiles, de les numéroter en mettant le pouvoir, l'argent, le succès personnel, etc., le pouvoir serait sans doute placé au premier rang. Enfin, je placerais au-dessus du pouvoir une certaine liberté de penser, justement, qu'il faut reconnaître, je crois, aux fonctionnaires traditionnels. L'administration est peut-être le dernier endroit où on est libre de penser ce que l'on veut. Je crois que dans tout élève de l'ENA, il y a un idéaliste au départ et il y a aussi un ambitieux. L'ingénieur, son ambition suprême, c'est de réaliser par exemple un barrage merveilleux, magnifique, qui produira 3 milliards de kilowattheures, etc. Et l'ambition d'un élève de l'ENA, comme il ne sait pas faire de barrage, c'est de permettre que le barrage se fasse. C'est pas une chose comme ça, vous comprenez? Au fond, votre idéal, c'est Richelieu, quoi. C'est l'imminence grise, non? Mais c'est le père François, c'est le père François. Père Joseph. Père Joseph. Je crois qu'il y a ensuite une notion qui est souvent rebattue, mais qui me semble être une notion existante, c'est la notion de l'intérêt général qu'on ne définit pas, mais qui pousse certainement beaucoup de gens à rentrer à l'ENA. L'intérêt général, ça veut dire d'abord généralité dans les problèmes, dans l'ampleur avec laquelle on aborde les problèmes, que je crois on ne peut exercer nulle part, dans aucune autre carrière que dans la fonction publique. Et puis ça veut dire ensuite et également service public, service du public, ce qui est quelque chose de très différent. Oui. Je crois que dans les années à venir, l'essentiel du travail qui se fera en France, une grande partie passera au moins en partie par l'administration. Tout ce qui est problème de logement, construction de villes, de grands ensembles, etc. C'est un problème sur lequel l'administration, aussi bien au niveau du financement que de la conception de l'urbanisme, doit avoir un rôle important. Mais de toute manière, dans une société qui se perfectionne, où les problèmes sont de plus en plus complexes, le rôle de l'État va de toute manière en croissant. Même les États-Unis, qui sont un pays théoriquement libéral, donnent de plus en plus de place à l'État. Comment on a une vocation d'administrateur? Enfin, comment ça s'est passé dans votre tête à 15 ans, quand vous avez eu envie de faire ce métier? Moi, personnellement, je crois que j'avais envie, disons, de m'occuper un peu du destin des autres. Alors je crois qu'à ce moment-là, on a le choix entre trois carrières. Militaire, par exemple, curé ou administrateur. Militaire, j'avais pas tellement en définitive la vocation, curé non plus, donc j'ai peut-être choisi un peu administrateur. Et administrateur, c'est-à-dire préfet, c'était une image qui vous parlait le plus. Moi, effectivement,
Je crois que l'image de préfet parle beaucoup et c'est peut-être celle-là qui m'a séduite, je crois. Qui m'a séduit. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée que vous faisiez du préfet à l'époque? Je crois que ce qui est assez enthousiasmant chez le préfet, c'est qu'il a la charge d'un territoire, il a la charge de tous les gens qui vivent sur ce territoire, que ce soit le sous-préfet ou le préfet d'ailleurs. Il est responsable d'un territoire et de tous les gens qui y vivent. Il est responsable des truands et des jeunes, des vieux, des malades et des bien portants, je sais pas, enfin, il a tout sous sa responsabilité. Il doit s'occuper de tout le monde. Et c'est très différent d'un métier où, par exemple, comme dans le privé, vous voyez un homme sous un unique aspect de consommateur, par exemple. Un banquier, il juge un homme sur son portefeuille. La vocation peut naître aussi d'une déception. J'ai commencé des études pour préparer un normal supérieur. Lorsque j'ai passé un an de préparation normale supérieure, j'ai senti une sorte de poids sur les épaules. Je me sentais un petit peu bridé, si vous voulez. Alors choisir Sciences Po, pour moi, c'était choisir un peu l'histoire. Oui. Choisir d'entrer un peu dans l'histoire au lieu de choisir de l'étudier, c'est choisir un petit peu de la faire. C'était très orgueilleux comme phrase, mais c'est un petit peu cela. Demain, ils administreront la France, quelle que soit la tendance que le suffrage universel aura portée au pouvoir. Sont-ils comme nous, les autres Français? Pensent-ils comme nous? Sont-ils proches de nous, de notre vie quotidienne? Est-ce que vous avez parmi les gens de l'ENA, des gens qui se situent, disons, à gauche? Est-ce que c'est assez... Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns? Je crois que l'éventail des opinions correspond pratiquement à l'éventail français. L'éventail national. Je pense aux élections présidentielles. Si un sondage avait été fait, il recouvrerait pratiquement le sondage français. C'est votre avis aussi? Absolument, oui. Je pense que ça recouvre l'intégralité de la palette. Même dans la réalité quotidienne, les élèves de l'ENA sont également confrontés de la même façon que les autres au problème du niveau de vie, étant donné qu'ils touchent un traitement qui n'est peut-être, enfin, un traitement qui leur permet de subvenir à leurs besoins, mais qui n'est nullement un traitement exorbitant. Vous avez quand même des espérances futures qui sont assez grandes. Nous avons des espérances futures et c'est un investissement que nous faisons actuellement, mais dans l'immédiat et encore pendant de longues années, nous sommes soumis exactement aux mêmes problèmes sur le niveau de vie que les autres et sur les problèmes de salaire, de logement, sur un plan du familial en particulier, c'est très important. Ça, vous n'avez pas assez d'argent pour nourrir toute votre famille ou... Non, ça c'est un problème qui est légèrement, qui est un petit peu en dehors de la question. Et notre salaire n'atteint pas tout à fait celui d'une dactylo à Paris. Et pour certains d'entre nous, cela pose quelques problèmes puisqu'ils sont mariés, pères de famille. Combien vous gagnez par exemple? Nous gagnons actuellement 113, 115, 117 000 francs suivant les charges de famille que nous avons. Samedi dernier, nous avons demandé à quelques élèves, réunis chez l'un d'eux comme beaucoup de Français pour regarder un match à la télé, de nous dire ce qu'ils pensaient de la France et du monde. Cet après-midi, comment vous sentez-vous par rapport à la jeunesse actuelle? Est-ce que vous vous sentez très différent des gens qui vous entourent, des gens que vous rentrez dans le métro, des gens que vous rentrez dans la rue, disons des autres jeunes gens de votre âge? Ou est-ce que vous vous sentez assez proche d'eux finalement? Non. Non, nous avons bien les mêmes distractions. Le rugby, les hebdomadaires illustrés, Paris Match, d'autres distractions bien sûr, mais enfin nous ne sommes pas fondamentalement différents. Vous n'avez pas l'impression de constituer un peu une élite quand même qui se coupe progressivement des gens? Une élite peut-être parce que nous appartenons à une grande école, mais qui se coupe, j'espère que non. Qu'ils auront administré. Moi je crois, parce qu'on peut considérer l'école dans une certaine mesure comme un laminoir, enfin un test si vous voulez. Dans le monde dans lequel dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent scandaleuses? Est-ce qu'il y a quelque chose vous qui vous indigne personnellement? Oh, il y a beaucoup de choses. Quoi par exemple? Difficile à dire, mais l'état permanent de guerre dans lequel se trouve le monde depuis tant d'années, et plus près de nous, par exemple, l'état assez triste d'un certain nombre de gens, soit des gens âgés, soit des gens malades. C'est évident qu'une société a forcément des éléments attristants, elle n'est pas pour autant condamnée. Est-ce que vous pensez que la génération que vous représentez, la génération d'administrateurs que vous représentez, arrivera à résoudre, enfin, à trouver une solution à ces problèmes? Chaque génération a cru qu'elle trouverait une solution.
Si je vous demandais ce qui vous paraît le plus important en France aujourd'hui, qu'est-ce que vous me répondriez? Question de l'éducation. La jeunesse, oui. Je crois que c'est l'éducation et la jeunesse. Je crois que c'est ça le problème essentiel. C'est le problème le plus important. L'éducation, sûrement, oui. C'est le problème. Et le partage plus équitable des revenus, ça vous paraît pas un problème essentiel? Les deux sont liés. À partir du moment où les gens sont formés et... De toute façon, je crois que le partage des revenus se fait par l'accroissement général des revenus. Et deuxièmement, il n'y a pas de raison, parce que nous n'avons pas partagé les mêmes épreuves sociales, que nous ne soyons pas à même de comprendre les gens. D'abord, par rapport à toutes les autres formes d'études supérieures, il est certain que celle que nous suivons, tant à Sciences Po qu'à l'ENA, est l'une de celles qui ouvre le plus, au contraire, vers les activités des autres. En effet, si l'on pense ne serait-ce que les choses qui sont à notre programme, on voit qu'elles concernent la vie de la totalité des gens du pays. Il est bien sûr possible, et peut-être certains de nos camarades le sont, d'être très enfermés à l'intérieur de l'univers livresque que dessine l'école, mais il est aussi possible de parler comme tout le monde et d'être comme tout le monde, de telle façon que les gens finalement soient très surpris de savoir que vous êtes élève d'une grande école. C'est une expérience qui m'est arrivée plusieurs fois. C'est une école qui nous fait beaucoup sortir, puisque nous passons presque une année entière dans une préfecture, qu'ensuite nous passons au moins 2 mois dans une société industrielle privée ou semi-publique. Donc sur un ensemble de scolarité de 28 mois, près de la moitié se passe à l'extérieur. Il me semble que comme contact, il n'y a pas beaucoup d'autres grandes écoles qui en fassent autant. Oui, enfin, dans la préfecture et dans l'entreprise, n'avez-vous pas eu une position de cadre quand même déjà? Eh bien, en tout cas, dans l'entreprise, il arrive très fréquemment, pas à tous, mais que nos camarades fassent ce qu'on appelle un stage ouvrier. C'était qui votre peut durer de... non, ce n'était pas mon cas, mais je pense que un tiers, la moitié au moins, a dû faire une expérience de ce genre. La durée varie de 1 semaine à 3 semaines, probablement. C'est quand même peut-être peu pour des gens qui sont... dans oui, mais sur un stage de 2 mois. Or, il est important aussi de constater que nous devons, si vous voulez, avoir un certain nombre d'éléments de gestion privée qui, eux aussi, ont leur importance. Qu'est-ce que vous pensez des vacances dans les villages de toile, par exemple? Où vont de plus en plus... Je n'ai jamais fait cette expérience, alors. Non, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Vous la ferez un jour? Non. Ça me tente pas tellement, enfin. Je me sens plutôt individualiste pour mes vacances, ou en petit groupe d'amis. Je m'excuse, mais c'est justement là où ils vont, vos camarades de classe que vous avez quittés depuis longtemps. Pas forcément. Pas forcément. Vous savez, on est individualiste ou on ne l'est pas. Ça dépend pas du tout de... des classes sociales, à votre avis? Position, non. Pas du tout. Non. Non, vous trouvez tout dans les... Il y a des ENA au Club Méditerranée? Oui, il y en a eu qui sont allés les vacances dernières. Pas moi, j'en regarde. Dans un village de toile? Oui, au Club Méditerranée, précisément. Je connais même un inspecteur des finances qui va tous ses étés au Club Méditerranée. Ça, c'est du snobisme. C'est pas possible. Je crois qu'on oublie trop souvent que le fonctionnaire, enfin, c'est un homme comme les autres. On n'est pas des animaux, technocratiques. Enfin, on vit, on est intégré dans la société. On est locataire, propriétaire d'un appartement. On vit, on est inscrit à un parti politique. On vote. On a donc des opinions en tant que citoyen. Tout le monde sait bien ce qu'il en est des clubs. Tout le monde sait bien quelle est la composition sociologique de ces clubs. Quand ils font de la politique, les ENA préfèrent les clubs aux partis. Car pour eux, les grandes idées, ça commence par de bons dossiers, élaborés en petits comités avec les représentants de toutes les tendances. Club d'information comme le Club Rencontre, dont la devise est « Technocratiser le maximum d'hommes et de femmes en humanisant le maximum de technocrates », ou club plus politique comme le Club Jean Moulin. Les ENA s'y sentent plus à l'aise. Ce soir-là, à Rencontre, il y avait 6 anciens ENA, dont un membre de cabinet ministériel, qui discutait avec des hommes qui ont soutenu de très près M. Mitterrand ou M. Le Canuet, qui discutaient aussi avec des industriels, des avocats ou des militaires. Est-ce que vous êtes des gens dangereux? Est-ce que vous auriez, je m'en fais appel à votre sens de l'humour, enfin, est-ce que vous auriez besoin d'être contré un peu? Mais oui, mais je crois personnellement, je suis persuadé que, pour ma part, je chercherais à être contré. Je ne pense pas que l'homme de l'ENA doive avoir une sorte de monopole de la connaissance. Ça, je n'y crois absolument pas. Je crois que c'est une mauvaise chose. C'est ça la technocratie. C'est quand des fonctionnaires s'imaginent avoir le monopole de la connaissance des choses. Il y a un peu cette tendance. Mais je crois qu'elle ira en diminuant au fond. Au fur et à mesure que les groupes sociaux feront surgir d'eux-mêmes des responsables qui, au fond, sauront parler exactement le même langage, qui seront techniquement aussi au point que les fonctionnaires. On pourrait dire à la limite que tout le monde devrait faire son ENA personnel, en quelque sorte.